il prévoit, il anticipe, il prépare les situations matérielles et intellectuelles et culturelles d'apprentissage. Et en même temps, il laisse extrêmement libre ses élèves, avec toute la part de hasard qui intervient, de rencontres, lors de l'exploration, de la recherche, de la démarche, la part de hasard, cette possibilité de l'erreur qui est quand même un point fondamental. C'est parce qu'on se trompe qu'on apprend. On apprend de l'erreur. Ça, c'est extrêmement nouveau. Pourquoi? Parce qu'on laisse l'élève se perdre. Alors, il y a la boussole, mais il y a aussi cette possibilité d'errer, de se perdre, de chercher, de rejeter, de valider, de reprendre, de revenir en arrière. Donc cette dialectique entre cadre et contrainte d'une part et puis liberté, ça me paraît un élément important de renouveau. Et c'est ce qui aussi, finalement, allège. Parce que d'un côté, oui, pour l'enseignant, c'est beaucoup plus de préparation, c'est une ingénierie extrêmement lourde de l'enseignant. De côté de l'élève, c'est beaucoup de temps de travail, beaucoup de temps consacré au contact avec les savoirs. Mais en même temps, il y a un allègement extraordinaire. Et d'ailleurs, moi, j'ai bien pu le constater dans les classes, qui m'a frappé. Je m'attendais, moi aussi, j'avais mon scepticisme au départ, comme nous tous, à voir quand même des lourdeurs, de la complexité. Cette hybridation, elle ne va pas de soi. La perpétuation de pratiques anciennes qui viennent s'ajouter au travail sur des pratiques nouvelles et tout ça, j'avais des doutes sur la capacité des élèves et des enseignants à faire tout ça. Donc ce que m'ont dit les enseignants, c'est que dans un premier temps, oui, ça leur a demandé énormément de travail, de préparation. Ils se sont beaucoup eux-mêmes trompés, ils ont beaucoup révisé, beaucoup mis à jour et progressé d'année en année. Au bout de 2 ans, en général, ils disent tous, c'est un allègement extraordinaire. Parce que dans la classe, je peux enfin lâcher prise et laisser mes élèves, non pas en autonomie totale, parce qu'ils ne font pas n'importe quoi, mais leur laisser une liberté et du temps pour véritablement explorer, travailler, réfléchir, construire. Et moi, je peux m'appuyer sur mes élèves pour aussi réfléchir à la meilleure manière de les accompagner. Du côté des élèves, généralement, sauf certains élèves à qui encore cette façon de travailler est plutôt une difficulté, hein, et il ne faut pas se voiler la face, il y a des élèves à qui ça ne convient pas encore. D'une manière générale, les élèves me disent « Ah oui, c'est quand on les interviewe, c'est quand même mieux, on travaille moins. » C'est étonnant, en réalité, ils travaillent beaucoup plus, mais ils n'ont pas la perception ni le sentiment de travailler moins, de travailler plus. Donc voilà, je pense que ça c'est un point important, mais la question que je voudrais poser, c'est difficile, hein, et là il faut que tous vous essayiez de répondre, hein, c'est au fond, ils travaillent plus en ayant le sentiment d'être plus léger dans l'approche du savoir. Est-ce qu'ils s'approprient mieux et finalement, est-ce qu'ils apprennent mieux? Bon, dans ma question, il y a la réponse, mais c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que travailler de cette manière-là permet aux élèves de mieux apprendre finalement, même s'ils apprennent volontiers, est-ce qu'ils apprennent mieux? Bon, tu as déjà répondu en partie, hein, sur cette préparation des élèves aux compétences transversales qui vont leur permettre d'apprendre tout au long de la vie, d'apprendre seul et d'apprendre une fois que tous ces étayages et ces cadres seront tombés. Tu as déjà répondu, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur ce point. Est-ce qu'on apprend mieux et comment et pourquoi on apprend mieux? Je l'ai peut-être déjà dit, mais malgré tout, la manière dont la question est posée, invite à d'autres réflexions. Alors, la première partie de ton intervention, Catherine, c'était la question de ces espaces de liberté, etc., dans lesquels nous nous sentons certains un peu perdus,
d'autres se sentent comme des poissons dans l'eau. Ben oui, les humains sont différents, c'est notre richesse. Ce serait quand même tellement plus simple que nous soyons tous les mêmes, hein, que nous ayons tous les mêmes schémas de pensée et qu'on puisse trouver une méthode qui pourrait foncer là sur tout le monde. Eh bien, ce n'est pas le cas et c'est ça notre richesse. Il y a des personnes qui seront plus... et attention, je me méfie très fort de ces théories sur les styles d'apprentissage où certains seraient plus globalistes. Ils veulent percevoir l'ensemble avant d'aller dans les parties, si vous voulez. D'autres seraient plus sérialistes, analytiques, etc. Je pense réellement, et il y a des travaux qui ont l'air de suggérer ça, que nous sommes cela et son contraire tout à la fois, et que ça dépend des contextes, des environnements dans lesquels nous nous trouvons. Autrement dit, une même personne, dans un contexte donné, sera plutôt dans le laissez-moi faire, laissez-moi expérimenter, ne me dites pas trop vite, j'ai envie un peu de chipoter moi-même, et la même personne dans un autre contexte, moins rassurant peut-être pour elle en fonction de ses expériences antérieures, sera peut-être dans le dites-moi. Allez, arrêtez de m'embêter avec des méthodes actives, dites-moi la vérité une fois pour toutes, bon, dites-moi comment il faut faire. Donc ça, c'est d'abord notre richesse, notre complémentarité, et qui ne fait pas des catégories finalement. Le gros problème de l'école, que les gens qui sont à un colloque comme ça, évidemment, ne pratiquent pas, ils tiennent à un colloque, c'est déjà une invitation importante, mais ce que nous essayons de faire, c'est d'appliquer le même système transmissif, utile également, hein, j'insiste, moi j'ai rien contre la transmission des savoirs, comme si on pouvait exercer des compétences sans savoir, ou développer ces savoirs sans exercer de compétences, complètement disjoncter ce genre de pensée mais bon Dieu, vous avez lu les pédagogues, alors il y a Pernoud, Le Botter, De Kettel, Tardif, ils ont tous leur définition de compétences. Je sais bien. Mais si vous analysez ce qu'ils ont voulu dire, vous allez voir qu'il y a une très belle conjonction qui dit que la compétence, c'est un savoir-agir, un savoir-faire, etc., qui s'exerce sur des ressources à la fois internes, ce que je sais, à la fois externes, ce que je pourrais savoir, pour résoudre des situations, des familles de situations de problèmes. Vous comprenez dès lors que la notion de compétence n'est pas antagoniste à celle de savoir, au sens accumulation des savoirs, savoir normalisé, etc. Mais la notion de compétence contient intrinsèquement celle de savoir. Donc, elles ne peuvent pas être opposées, elles marchent l'une avec l'autre. Donc ça, c'est une première chose qui est importante. La notion des cadres et des libertés. Mesdames, Messieurs, notre société évolue. La société hiérarchique, pyramidale, qui était nécessaire à une époque où les outils de communication entre les humains n'étaient pas si développés que ça. On remontait à 50 ans, on en était encore à devoir écrire des lettres, porter à la poste, etc. Je vous ai dit, ça va très vite les choses. La démocratie aussi, on a dû élire des représentants. Oui, on ne savait pas avoir des systèmes pour demander l'avis à tout le monde. Peut-être c'est pas une bonne idée. À l'heure actuelle, nous voyons que, pas seulement à l'école, mais dans toutes les activités de notre société économique, économie participative, politique, notre vie de tous les jours. Avant, quand j'allais à la banque, j'avais affaire à un guichier qui faisait mes opérations et on nous a mis dans une société du do-it-yourself. Enregistré, vous devenez gérant, caissier dans une agence de banque, et ça c'est encore noble. Chez nous en Belgique, je ne sais pas en France, les grandes chaînes de magasins distribuent des petits lecteurs optiques et on est prié de scanner les objets qu'on achète, autrement dit on fait le travail des caissiers. Alors vous allez me dire que c'est un peu anecdotique,
mais c'est un fait, on est dans une société, les technologies nous apportent là aussi beaucoup plus du do-it-yourself, faites-le vous-même. Je vous donne des outils pour le faire, faites-le vous-même. Je vous donne des outils pour apprendre, apprenez vous-même. Voilà, on est dans une société quelque part qui s'horizontalise de plus en plus, et évidemment, tout peut circuler, les meilleures choses et les pires choses également. Et donc, on est finalement dans un passage, un changement de phase, quelque part. C'est pour ça que je parle souvent de nouvelle renaissance. À la Renaissance, on a mis la raison, les savoirs sur un piédestal. À l'heure actuelle, je ne sais pas encore ce qu'on dira dans 2 siècles, mais on est peut-être dans une autre renaissance où après avoir mis les dieux qui régissaient les bonheurs, les malheurs des humains, ensuite la raison sur un piédestal, on est peut-être en train de mettre un homo numericus interavixant, etc., sur le piédestal. C'est-à-dire que dorénavant, nous pouvons aussi interagir et apprendre par nous-mêmes. Cela, ça crée évidemment un très grand espace de liberté. Ça crée un très grand espace de liberté parce que, l'air de rien, on peut tweeter une petite pique envers un supérieur, envers un homme politique également. Vous connaissez sans doute ça à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux. Et donc, tout espace de liberté qui s'ouvre demande une formation à la liberté. Comment finalement nous allons nous-mêmes, donc, puisque la verticalité s'estompe pour l'horizontalité, comment allons-nous pouvoir nous-mêmes mettre les règles, j'emploie ce mot-là, les jalons finalement, les limites, on a parlé de limites, de cet espace de liberté. Je dis ça avec énormément d'amitié. Je reviens de Sfax en Tunisie. Vous savez qu'il y a eu la révolution de printemps, et il est clair, quand j'ai parlé avec des journalistes, etc., il y a un immense espace de liberté qui s'est ouvert, notamment par rapport à la presse. Il y avait des choses sous Ben Ali qu'on ne pouvait pas dire, même des choses qui concernaient l'alimentation, les poubelles dans la ville, la gestion, etc. On ne pouvait rien dire. À l'heure actuelle, les journalistes me disent on peut tout dire. Et c'est là que réside leur problème. Ils sont dans un état d'apprentissage, encore une fois, de cet espace de liberté qui s'est ouvert, et ils vont devoir trouver les penseurs, les agents, etc., qui vont les aider à mettre les balises, les piquets, les repères, les jalons, etc. Ils sont donc dans un processus d'apprentissage. Puisque nous sommes dans un processus d'apprentissage de cette société plus ouverte, quelle est la réponse à ça? Elle est facile à dire, difficile à faire. Éducation. J'ai plus dit instruction, j'ai plus dit formation. Formation, ça évoque quand même un peu formatage, voilà, tout le monde doit faire comme ça. Non, ce sont des balises qui touchent bien sûr à certains types de compétences, mais probablement à des valeurs à réinscrire de manière fondamentale. Sinon, nous allons non pas vers cette forme de démocratie numérique, si vous me permettez l'expression, mais vers une forme de chaos et d'anarchie. Le numérique, je le dis souvent, c'est porteur et en même temps de vertus d'émancipation et aussi d'aliénation. C'est les deux à la fois. Les penseurs grecs, il y a 3000 ans, le savaient déjà. Ils parlaient, vous connaissez le mot, du particum, c'est-à-dire de ces inventions humaines, de ces idées, de ces artefacts également. Socrate parlait de l'écriture en ces termes, qui sont à la fois un remède et un poison. Voilà le mot pharmacon en grec, remède et poison. Et si nous n'équipons pas nos enfants, nos élèves, les gens finalement, puisque je vous ai dit c'est un phénomène sociétal, de ces repères-là,
nous allons vers un chaos. Et le gros problème, voyez-vous, vous connaissez en Belgique, nous suivons beaucoup votre actualité aussi politique, mais à partir du moment, et c'est le cas chez nous, donc je le dis tout de suite, des parlementaires, des députés qui sont dans des intercommunales et qui touchent des salaires en termes de jetons de présence pour des réunions où ils ne vont même pas, vous comprenez bien que l'image sera très difficile à faire venir d'en haut. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un signal précurseur. C'est un signal précurseur d'un changement de phase, c'est-à-dire que la verticalité se délite toute seule, on ne peut rien faire pour ça, mais donc la responsabilité revient à l'humain lui-même, puisque je vous ai dit, on est dans l'horizontal, dans le do-it-yourself, etc. Et donc, oui, il va falloir développer les compétences de manière centrale, pas comme on l'a fait dans l'école. Vous allez me dire, oui, mais on a des référentiels et toutes ces choses-là. Oui. Enfin, quand je parle avec les enseignants, c'est les savoirs d'abord et les compétences en périphérie. J'en regrette beaucoup, c'est comme ça en France, au Québec, en Belgique, etc. Elles sont toujours considérées par une sorte de génétique cognitive comme étant centrale. Les savoirs sont sur le piédestal. La représentation actuelle que moi j'ai, c'est plutôt l'individu, des compétences, et je vous ai dit que les compétences n'étaient pas antagonistes avec les savoirs, et des savoirs auxquels on peut accéder en périphérie. Et donc les véritables compétences, c'est encore, oui, c'est encore les savoirs et les savoir-faire, comme on nous les a appris depuis très longtemps, mais pour moi, c'est aussi les savoirs où et quand. Où aller chercher les savoirs dont j'ai besoin et quand est-ce que je dois recourir à ces savoirs pour faire avancer la problématique sur laquelle je travaille. Et vous voyez, en complétant, je n'ai pas dit en remplaçant, n'est-ce pas, l'hybridation, c'est important, en remplaçant ces savoirs et savoir-faire par les savoirs où et quand, comme étant un des objectifs de l'éducation, il me semble qu'on peut donc avancer vers cette société plus horizontale qui est en train de s'installer de toutes les façons que l'on veut, en dotant les élèves de ça, à condition que l'école joue son rôle là, et donc en considérant bien sûr qu'il y a des savoirs, c'est très important, les savoirs, savoir calculer, 7 plus 4 égale 11, oui bien sûr, le E accent aigu et le ER en fonction des accords, etc. Oui, c'est très important, mais qu'il y a aussi d'autres choses qui doivent être mises en exercice en permanence. Donc, la phrase qui pour moi un jour m'a percuté, je ne vais pas réfléchir à ce que je vais enseigner la semaine prochaine à mes étudiants. Je suis un expert, je le sais très bien. Je vais plutôt réfléchir à qu'est-ce que mes étudiants vont faire, ou mes élèves, qu'est-ce que mes élèves vont faire la semaine prochaine. Et passer de ce qu'est-ce que je vais enseigner à qu'est-ce que je vais proposer de faire à mes élèves est quelque chose de salutaire. Et c'est peut-être pour ça que la classe inversée, finalement, qui a commencé avec des idées, mettre l'enseignement en dehors et faire les exercices en dedans, pour moi, c'était l'école qui continuait, c'était la substitution, c'était l'assimilation, et on passe à des formes, en particulier en France, je le dis en Belgique également, bref, dans les pays latins quelque part, on passe à des formes de classe inversée qui remettent l'élève, l'apprentissage, au centre de la découverte et de l'expérimentation des savoirs. Donc je pense que tout ça fait un package quelque part, c'est un ensemble, on ne peut pas considérer le numérique qui nous donne des espaces de liberté sans nous former à la liberté elle-même, à bien utiliser la liberté dans un concept émancipatoire finalement. Voilà ce que je répondrais pour la question de cadre, liberté, savoir et compétences. S'il vous plaît, arrêtons les
les oppositions stériles entre présence, distance. Je fais mes cours à distance. Ah, mais ce qui est important, vous savez, c'est la présence, hein? Ben oui, mais quand vous êtes devant un amphi, je suis quand même avec vous, je sais bien. Mais quand on est devant un amphi de 250 étudiants, ben j'en donne beaucoup, hein? Il n'y a pas de présence là-dedans. Il y a de la proximité, ne confondons pas. Et donc, ne travaillons pas les oppositions, essayons de travailler dans une perspective systémique. Il n'y a pas l'enseignement traditionnel et la classe inversée qui s'y opposent. Il faut créer des dispositifs hybrides qui mêlent le besoin de recevoir de savoir, qui est important pour l'humain, et le besoin de construire ces savoirs également dans une perspective systémique et non opposante. Voilà ce que je dirais pour l'émergence de cela. Le dernier point, je citerai un peu les travaux de Prigogine sur les changements de phase. Je vous ai dit, souvent utiliser ce mot, nous passons d'une société à une autre avec un changement de phase que nous vivons. Prigogine parlait des phénomènes précurseurs. Ça a l'air compliqué, mais enfin, vous comprendrez. Quand l'eau liquide passe à l'eau solide, ça vous savez, l'eau gèle, c'est un changement de phase. Mais déjà, au-dessus de 0 degré, à 7-8 degrés, il commence à apparaître les premiers cristaux, comme des signes précurseurs du changement de phase. Je pense que nous vivons actuellement pas mal de signes précurseurs. Le changement de phase s'annonce. Ce que nous dit Prigogine, c'est que, vous savez quoi? Du désordre apparent peut naître le désordre. Pardon, du désordre apparent peut naître. Autrement dit, il y a des structures dont on dit parfois autopoïétiques, c'est-à-dire qui sont capables de s'organiser elles-mêmes, qui peuvent apparaître. Et donc, je m'attends à, quand je vois les associations d'enseignants qui partagent leurs pratiques, les journées pédagogiques qui fleurissent, des associations comme Inversons la classe qui tentent à partager les pratiques, etc. Je me dis que ces éléments-là sont des éléments catalytiques, si vous voulez, de ce changement de phase. Travaillons ensemble, ne travaillons pas les oppositions, c'est stérile. Les technologies sont à la fois émancipatrices et aliénatrices. Qui va décider entre les deux pôles? Nous, les humains, et rien d'autre.